Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer la victoire 3-1 des Parisiens face aux Niçois et la qualification en demi-finale de la Coupe de France qu'on jouera début avril face au Stade Rennais au Parc des Princes, juste après le déplacement à Marseille pour le Classico et juste avant la réception de Clermont qui nous permettra de faire tourner puisqu'après ce sera la Coupe d'Europe, le match aller des quarts de finale. Bien sûr ce soir on a retrouvé la grosse équipe avec déjà des indices sur la suite que Luis Enrique veut donner à son équipe, notamment en perspective de la suspension d'Achraf pour ce fameux quart. On a vu Warren au poste de latéral droit et sa prestation défensive a ouvert un petit débat. On va développer tout ça dans cette vidéo. Bien sûr, retour du 4-3-3. Je note Vitinha en numéro 6, Fabian Ruiz qui s'installe clairement en relayeur gauche. Là, il n'y a plus de débat. C'est même une certitude. Si on veut se projeter, par exemple, sur la saison prochaine, Fabian est bien meilleur en relayeur gauche qu'en sentinelle. C'est le poste auquel il postule. Évidemment, derrière, on a eu le droit à Beraldo et Lucas Hernandez. Les premiers accros peut-être d'une charnière avec deux gauchers, une prestation défensive de Lucas Hernandez notamment sur notre quart d'heure de moins bien en fin de première mi-temps qui a été un petit peu moyenne, voire assez inquiétante notamment sur le but niçois. Et puis Nuno de retour sur le côté gauche, comme on l'a dit dans l'avant-match bien sûr, à la relance et il a prouvé ce soir, c'est le meilleur de tous nos latéraux. Devant Gonçalo Ramos, qui prend donc la place de Barcola qui commence sur le banc, avec Dembélé et Mbappé. Petite innovation, enfin innovation non, puisqu'on a la confirmation que Dembélé axial dans un rôle de quasi numéro 10, c'était pas une situation, une solution de circonstance la semaine dernière face à la Real Sociedad, puisqu'on l'a revu ce soir dans un schéma différent, puisque c'était Gonçalo Ramos qui du coup allait fixer le côté droit par séquence, qui fixait aussi ce côté quand on dégageait avec Donnarumma. Je note que par rapport au début de saison, on dégage beaucoup plus directement. Ces dernières semaines, Donnarumma envoie des ballons sur Barcola. Là, ce soir, c'était très clair sur Gonçalo Ramos, côté droit. Donc, un nouveau circuit de relance pour le PSG, ça fait plaisir. On continue de se diversifier, on continue à identifier des axes où le PSG progresse, travaille, essaye d'être un petit peu moins monotone. Donc ça fait plaisir. Après, moi, ce que je remarque aussi en termes bruts, alors déjà, à quel point les récentes prestations de Barcola ont influencé sa mise au banc ce soir. Je pense que c'est plus Barcola qui est mis sur le banc que Gonçalo Ramos qui est titularisé en fait, qui est récompensé dans le sens où il a beau marquer Ramos et encore ce soir, je trouve que il marque pas, mais dans le contenu, je vois pas en quoi il gagne des points quoi. C'est quand même techniquement très compliqué. Et aussi, je me dis, quand tu vois Ramos avec ce rôle donc de numéro 9 ailier droit, les deux postes que connaît Kolo Muani, bah c'est un vrai désaveu en fait pour l'attaquant français qui, on le rappelle, était titulaire sur nos 6 matchs de poule de Ligue des Champions en première partie de saison. Et là, Randall, il a l'air au fond du trou. Attends, ce soir, il rentre même pas si je dis pas de bêtises. Il y a Barcola, il y a Danilo, il y a Ugarte. Et Kolo reste sur le banc. Il y avait la capuche, le bonnet. C'est vrai qu'il est vraiment au fond du trou. Bon, Warren Zaïre-Emery aussi, le choix en tant que latéral droit, j'aimerais m'y arrêter parce que c'est vrai que c'est aussi un enseignement. Défensivement, alors il était face à un ailier virevoltant. Bien sûr, en l'état, c'est la meilleure solution ou la moins mauvaise. Dans le sens où je suis pas sûr que Mukiele aurait fait mieux ce soir sur ce côté qui était quand même assez virevoltant avec Boga. Solaire, je m'éternise pas. Donc c'est vrai que, bon, cette circonstance, Warren, je note alors offensivement, on va revenir sur son match, mais c'est vrai que ce rôle de latéral droit qui t'impose des duels où t'es arrêté, il se fait prendre un petit peu trop souvent, Warren, quand l'ailier décide de repiquer dans l'axe, c'est un peu compliqué pour lui. Je dis ça pourquoi? J'espère que le tendon d'Achille va se remettre, je parle de Marquinhos, parce que pour le quart aller, moi c'est vite vu, Marquinhos latéral droit. Et Warren, on le remet à son poste préférentiel. Je vois pas pourquoi on mettrait un des meilleurs joueurs de l'effectif dans de mauvaises dispositions. On se priverait de ses capacités quand même
à surnager quand on va mal, à minima, et au maximum à avoir un impact au tableau d'affichage, comme au match retour face à Dortmund. Donc j'espère vraiment que Marquinhos va se remettre parce que ça me paraît être une solution assez évidente, surtout avec le retour de Nuno Mendes à gauche qui nous permet donc de mieux relancer. On l'a vu évidemment ce soir encore, hein, les ballons qui sont beaucoup mieux jaugés, dosés que Lucas Hernandez. Achraf Hakimi aussi, bien sûr, même si lui aussi, hein, Nuno doit travailler sur l'aspect défensif. On le savait déjà que sur les centres, l'appréhension de sa surface, il y a des orientations du corps qui sont parfois un peu bizarres. Là, en début de match, il y a eu une petite approximation qui finit en corner. Donnarumma lui a hurlé dessus. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas mettre Donnarumma dans le débat pour les capitaines l'année prochaine, parce que c'est quelque chose qui va se poser. Alors, Marquinhos, normalement, sera là. Il y a eu des espèces de rumeurs de départ. Mais bon, qui va reprendre son contrat, c'est toute la question. Mais voilà, pour le vice-capitana, si Marquinhos, qui ces dernières saisons quand même se blesse très souvent à la même période, hein, février-mars, là, sur des zones du corps qui sont quand même assez sensibles, qui commencent à prendre de l'âge. Bon, voilà, c'est vrai que on va vite se poser cette question. Parce que bon, Achraf visiblement veut absolument pas du brassard. Donnarumma, encore une fois, enfin, l'arrêt qu'il fait là dans le temps additionnel, il est incroyable. Il y a l'arrêt du pied aussi. Des sorties dans les airs qui ont été plutôt intéressantes. En deuxième mi-temps, il en fait une au point. Je me dis c'est super parce qu'il lance un contre mené par Vitinha qui est mal joué par le milieu portugais qui va chercher Likanguin alors qu'il aurait pu, pourquoi pas, prendre la frappe. Donc voilà, un bon match encore, hein, de Gigio après la pige de Keylor Navas dans nos cages. Alors, 35 premières minutes très intéressantes de la part du PSG, bien sûr. On presse comme des dingues. On récupère le ballon donc très haut. On est très tranchant, hein, nos joueurs offensifs, nos milieux de terrain. Moi, je note quand même l'apport de Fabian Ruiz, qui est assez rare pour un milieu de terrain. Au PSG, une passe décisive, un but. Bon, et en plus, il lance Mbappé une autre fois. Alors, on va pas compter comme une occasion à mettre à son crédit la tête de Gonzalo Ramos alors qu'il a complètement dévissé une frappe. C'était une de nos toutes premières occasions. C'est vrai que Fabian, en tant que frappeur, est moins bon qu'à Naples, mais par contre ce soir, voilà, il a montré toute l'étendue de son talent pour les passes, et puis il reprend bien cette récupération de Dembélé. On les compte plus, hein, les buts comme ça où on presse très haut, on récupère le ballon, donc ça fait vraiment plaisir de voir des attaquants, encore une fois, parce que ce sont eux qui enclenchent les mouvements. Warren aussi par moment, c'est d'ailleurs lui qui récupère, par contre sur le premier but cette fois, qui fait une belle talonnade bien sentie. Offensivement, il y a eu des choses un peu assez intéressantes chez Warren, qui démarre son match bizarrement. Il fait des choix un peu bizarres. Il hésite trop, il porte trop le ballon. Par contre, après, voilà, ça a été mieux. Et sa fin de match, alors il y a la chevauchée dans le temps additionnel où malheureusement, bon, il tire sur le gardien et... Attends, la frappe, elle s'envole. Bon, bref, je crois qu'elle était sur le gardien dans tous les cas. Et aussi une passe décisive, enfin une passe en profondeur, pardon, je suis fatigué. Pour Barcola, il mène très bien un contre. Et il va trouver Barcola derrière un intervalle. Donc ça fait plaisir parce que son jeu de passe, justement, eh bien, c'est son axe de progression majeur. Bon, après, voilà, la plupart du temps, on l'a vu au milieu du terrain, Warren. Donc ces 35 minutes qui sont quand même de bonne facture. Le problème, et je trouve qu'il est récurrent ces dernières semaines, on finit mal nos mi-temps. Hein. Là, c'est vrai que dès la 35e, on commence à souffrir, à offrir des occasions de but à Nice. On défend notre surface un peu n'importe comment. Alors, sur le but, il y a Warren qui est pris. Il y a Lucas qui est un peu bizarre avec son dégagement bizarre. Beraldo aussi, j'aimerais aussi noter Beraldo qui a cette manie. Alors, j'ai lu cette semaine un papier où ça disait « Beraldo parle avec Marquinhos au quotidien, c'est son super exemple, il donne plein de conseils. » Ok, par contre, se retourner instinctivement dans sa surface et montrer son cul au tireur, ça, je pense que c'est pas le meilleur des conseils, Marquis. Hein, parce que ça, t'es le spécialiste, va pas nous transmettre à la jeune génération, hein,
tes fâcheuses tendances à te retourner, à commencer par mettre tes bras derrière le dos et au final être trop loin du tireur en fait. Là, Beraldo se fait enrhumer un peu facilement. Je dis ça parce qu'il le fait souvent, se retourner comme ça. Voilà. Et puis derrière, la réalisation, c'est exceptionnel. Non mais il y a quelque chose à dire quand même sur la diffusion de ces matchs. 21h10, j'ai pas la raison, mais je suppose que c'est pour que France Télévisions ait le temps de faire tout ce qu'ils ont à faire avant. À quoi ça sert de mettre un match en clair si c'est à 21h10 en fait? Moi, je pense au petit gamin de 8 ans qui a sa mère qui lui dit à la mi-temps tu raccroches. Au final, le match il commence à 21h10 alors qu'il pourrait commencer à 20h45. Bon, c'est pas très cool, tu vois. Plus les 10 minutes de temps additionnel qui étaient assez longues, on va pas se mentir. Bon, peut-être que tout ça est décuplé par le match que j'ai loupé en Ligue des Champions entre l'Atlético et l'Inter, que je vais rattraper là après le débrief, en attendant qu'ils se mettent en ligne. Mais c'est vrai que voilà, déjà ce choix-là, et puis ensuite la réalisation sur le but de Laborde. Au moment du tir, ils font un gros plan sur l'arbitre. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des réalisateurs, quoi? Et puis pour revenir sur l'arbitre, tant qu'on y est, je l'ai trouvé quand même assez gentil avec les Niçois ce soir, dans le sens où en deuxième mi-temps, il y a faute sur Nuno là quand il s'empale dans un défenseur niçois. Il y a une faute qui est oubliée sur Danilo dans notre surface. La situation du coup franc de Likanguine, elle est bizarre. Bon alors Boulka c'est un guerrier, hein, pas de problème. Hein, il a le nez complètement défiguré et puis il y retourne en sang complètement, c'est incroyable. Mais je sais toujours pas qu'est-ce qui a été sifflé sur cette situation-là en fait. Et dans tous les cas, laisse l'action aller au bout. Je crois qu'il siffle en plein milieu. Il coupe complètement l'action. Bon, c'est assez spécial. Le Texier un petit peu cow-boy, voilà. Et qui aussi a un match un peu haché hein, dans ce sens-là. Une deuxième mi-temps, bon, un petit peu en gestion, avec quand même des joueurs qui ont baissé le pied. Hein, on va pas se mentir. Je pense que celui qui illustre ça, c'est Mbappé, qui fait 35 bonnes premières minutes en première. Hein. Son but, il est magnifique. Il y a une action sur le poteau. Il est voilà très tranchant. En deuxième mi-temps, bon, il y a un petit contrôle orienté sur Todibo, ensuite il le prend de vitesse, mais sinon il y a plus grand chose d'autre en fait. Les autres c'est un peu pareil, voilà, ils disparaissent un petit peu. Et puis tu as aussi ce quart d'heure avant la pause, j'oubliais juste un truc, c'est cette tendance à toujours vouloir relancer court. Alors ça, c'est peut-être à mettre sur Luis Enrique. Mais à un moment donné, quand il y a le feu dans ta défense, faut apprendre à mettre des parpaings devant, quoi. On a rendu là tellement de ballons à Nice. Enfin, c'était assez gaguesque par moment. Il y a Lucas aussi. Hein. Lucas, à un moment donné, il perd un duel. Le ballon va sur le côté. Il y a un centre. Il récupère le ballon. Il le redonne sur le côté. Bon, je sais pas trop ce qu'il fait. À un moment donné, les gars, voilà. Une chandelle. Voilà, ça vaut toutes les relances calculées, millimétrées, machin chouette, parce que ça fait un peu peur. Voilà, ça fait un peu peur, surtout vu le manque de réactivité de nos joueurs en fait. Et j'insiste là-dessus, c'est peut-être aussi une caractéristique du milieu qui était aligné ce soir. À la perte de balle à partir de la 35e, une fois que Nice ont décidé de porter le ballon, de faire plus de 2-3 passes, et ben en fait, t'as été transpercé comme d'habitude beaucoup trop facilement. Ils ont réussi à faire 60-70 mètres sur des séquences très rapides. Et nous, on était absolument hors de propos parce que nos milieux sont un petit peu lents, sont un petit peu nonchalants, sont physiquement pas très explosifs, pas très vifs. Donc ça, peut-être qu'un Ougarté, pas titulaire ce soir, mais c'est pas surprenant, on a développé son cas dans l'avant-match hier, mais voilà, c'est vrai qu'on manque de réactivité, c'est le défaut de ce milieu de terrain, même si Fabian Ruiz gagne des duels défensifs, récupère des ballons, derrière, bon, c'est un peu léger. Vitinha, ce soir, un petit peu timoré, dans le sens où je l'ai pas vu faire beaucoup de passes vers l'avant, on a vu un peu le Vitinha un peu agaçant, qui la touche un peu trop. Il y a eu des actions hein, où il met un peu d'intensité, de vivacité, mais voilà, un match un peu, que je retiendrai pas de sa part. Beraldo qui marque, on est content pour lui parce que, alors là, c'est une des premières fois où il sort. Hein, il sort à la 82e pour Danilo.
Donc c'est à noter. Il avait marqué son but. Peut-être que Luis Enrique le sort pour qu'il ait son ovation du Parc des Princes, parce que on tient un joueur quand même qui a une intégration express. Là, son début de match ce soir, il est très bon défensivement. Il récupère les longs ballons de Marcin Bulka. Il laisse aucun espace à son vis-à-vis pour se retourner. Il y a une bonne anticipation sur la globalité de la première demi-heure. Après, comme je l'ai dit, petite responsabilité sur le but, mais globalement, un bon match défensif. Avec ballon, il trouve certains circuits de passe entre les lignes. Peut-être il aurait fallu avoir un peu plus de mouvement, justement, dans ces zones-là pour proposer un peu plus à Beraldo. Et puis ce but, alors bon, il est pas hors jeu, hein, ça se joue à pas grand-chose. Et cette tête sur un centre de Vitinha. Donc ça fait plaisir. Le PSG centre de plus en plus. On a Lee, alors qui a moins centré ce soir, mais qui a été un petit peu dangereux sur un en début de match. Il y a Nuno qui fait un super centre pour Ramos en fin de première mi-temps, alors qu'il est arrêté. Je crois qu'il fait un peu la même chose en deuxième mi-temps. Donc voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tiens, on va rester sur Nuno. Alors on a mis en avant ses défaut axe de travail défensif, mais bien sûr avec ballon on a retrouvé son efficacité. Là on voit une vraie montée en puissance physique, parce que il finit le match et surtout voilà 75e il court, alors que la semaine dernière c'était la Ligue des Champions aussi, mais voilà, avant l'heure de jeu, 50e minute, il était déjà rincé complètement. Donc ça fait plaisir de voir Nuno. J'espère et je prie vraiment, j'ai très peur que le Portugal tire avec lui. Enfin, j'espère qu'ils feront pas n'importe quoi. Voilà. Bon, il y a que 2 matchs, vous me direz, mais après, j'aimerais bien que quand on revient, ils puissent enchaîner et Marseille et Rennes pour ensuite être mis au repos face à Clermont afin d'être frais pour la Ligue des Champions. Voilà, concernant Nuno, pour qu'il s'habitue quand même aux grosses échéances, aux grosses intensités, quoi. Je sais pas quel est le calendrier de l'équipe du Portugal sur la trêve internationale. Bref, Lee Kangin, ces matchs ils sont bizarres. Lee Kangin, c'est difficile de l'analyser. Alors, je note que sur le premier but, il fait une belle différence sur le côté droit. C'est suffisamment rare pour le souligner, le voir un petit peu garder le ballon, réussir une petite chevauchée, même si c'est 10 mètres, c'est déjà ça de prix. C'est plutôt intéressant. Après, voilà, il y a eu des ballons perdus un petit peu facilement. Moi, je milite quand même pour le voir dans une position plus axiale quand même. C'est vrai que là, aller fixer sur le côté droit comme ça, à un moment donné, je me suis dit, les rôles entre Dembélé et Lee Kangin, pourquoi ne pas les inverser? Parce que c'est vrai que ce choix de mettre Dembélé dans l'axe, t'as matière en fait à le pérenniser au-delà de Dembélé. Par exemple, contre Reims, t'aurais pu le faire avec Lee Kangin justement. Il y a Marco Asensio aussi qui peut avoir ce rôle, même s'il est blessé en ce moment. Carlos Soler, si on veut être gentil avec lui, être de bonne foi, faire une bonne action caritative aujourd'hui, on peut le citer dans les débats. Mais voilà, ce rôle de numéro 10, un peu comme ça, il y a des joueurs dans l'effectif qui peuvent l'endosser, et j'ai l'impression qu'aux yeux de Luis Enrique, c'est pas vraiment ça. Non, c'est un rôle pour Dembélé, qui est un joueur considéré comme absolument à part, ce qui est une réalité d'ailleurs. Donc voilà. Comme j'ai dit, Lucas, un match défensivement. Alors après, il faut qu'il retrouve l'axe gauche, qui est quand même plus facile pour lui. Mais c'est vrai que défensivement, bon, ce soir, c'est pas son meilleur match. Ces 2 dernières sorties, alors face à la Real Sociedad et en fin de match face à Reims, axial droit, c'était très bon. Même à Reims, il finit très bien le match à ce poste-là. Là, ce soir, bon, ça a été un peu plus compliqué, j'ai trouvé, même si après il y a des séquences où il garde le ballon, il le porte. Je trouve aussi que il est un peu trop frileux dans l'alignement, il couvre des hors-jeux assez souvent. Donc voilà. Bon, écoutez, place maintenant au tirage vendredi. Alors, je sais pas si on se retrouvera demain, mais vendredi, évidemment, vidéo sur le tirage que l'on attend. Punaise, je vais aller me remettre Atlético Inter. Ça, c'est de la Ligue des Champions. Je
peux pas juger le match puisque je l'ai pas regardé, là, je vais le faire. Mais de ce que l'on en voit, on a eu un scénario et un contenu quand même niveau Ligue des Champions. Donc, ouais, écoutez, en regardant Arsenal hier, qui sont donc allés au penalty, je me suis dit pourquoi pas les prendre. Alors, ce serait pas inédit parce qu'on les a déjà affrontés en phase de poule 2016-2017 avec les fameux matchs de Cavani. Mais c'était une toute autre époque, quoi. Et aujourd'hui, ce serait limite un adversaire inédit, tu vois. Moi, je sais pas, j'ai bien envie d'être confronté à cette équipe qui est évidemment un projet de jeu beaucoup plus mature que nous parce qu'Arteta est là depuis plus longtemps, il a eu plus de mercato pour recruter les joueurs et tout ça en fonction du projet. Mais surtout, ce que je me dis, c'est qu'ils sont en course là en Première Ligue. Alors, ils sont premiers à égalité de points avec Liverpool. Ils ont la différence de but avec eux. Ça, c'est quand même un joker. Et bon, je peux pas m'empêcher de penser que ils sont un peu prenables en Ligue des Champions. Alors c'est ce qu'ils ont montré déjà sur la double confrontation face à Porto, mais même aussi en phase de poule. Hein, je me dis peut-être concentré sur le calendrier en Première Ligue. Je préfère ce Arsenal-là plutôt que le Manchester City, qui est évidemment l'équipe à éviter. L'Inter, qui compte, 75 points. Je crois qu'ils sont toujours en lice pour faire le record de points de la Juve d'Antonio Conte en 2014, qui est de 102 points. Je crois qu'il faudrait limite un sans faute, mais ils sont encore en lice. Hein. Ils sont à 75 points. Je crois qu'ils ont 16 points d'avance sur le second. Donc, l'Inter, ça me fait peut-être un peu peur, s'ils se qualifient encore une fois, je sais pas ce qui se passe, mais même l'Atlético, l'Atlético c'est une typique équipe Ligue des Champions que j'ai pas du tout envie d'affronter. Real, un peu pareil, et puis après Barça, Dortmund, c'est sûr que c'est un peu les tirages, on va pas dire facile, mais les tirages qui nous viennent. Non, moi j'ai bien envie d'Arsenal. Voilà les gars. Allez, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve demain ou après-demain. Ciao les amis. Et puis Montpellier dimanche soir, 20h45.